Bienvenue mes chers amis, bienvenue sur la télé des enchantés. Je suis aujourd'hui avec Audrey. Nous allons parler de signes, nous allons parler de communication, nous allons parler aussi d'enfants. Voilà, bienvenue Audrey, merci. Merci à toi Franck de m'accueillir. Eh bien c'est chouette, c'est chouette. Alors c'était une rencontre un petit peu particulière. Comme à chaque fois, le hasard n'existe jamais, c'est qu'on devait se rencontrer. C'est ça. Et alors l'idée c'est qu'on parle voilà, de ce que tu fais toi, de ce que tu fais depuis des années maintenant. Oui. Hein, tu vas nous expliquer ton histoire, pourquoi les signes, pourquoi tout ça. Voilà, moi, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre, c'est pas possible. Mais voilà, vraiment ce que tu fais m'a touché. Alors j'avais envie en tout cas que tu nous en parles. Et puis l'idée de la télé, c'est d'essayer de construire, en tout cas d'entreprendre pour quelque chose de plutôt chouette. C'est d'amener chacun sa part d'optimisme et voilà pourquoi j'avais envie de t'inviter. Je te remercie vraiment en tout cas de l'invitation. Je suis ravie aussi de partager avec toi mon parcours et puis les activités, ateliers que je propose parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'aime transmettre aussi ça aux familles, aux personnes que je rencontre, comme toi, parce que je te mettrai à contribution tout à l'heure. Ouais, carrément, avec plaisir. Du coup, pour me présenter rapidement... comment ça a démarré? Voilà. Alors, comment ça a démarré? En fait, je suis travailleur social, moi, de formation. J'ai travaillé pendant à peu près 12 ans dans ce secteur et puis j'ai eu l'envie de me lancer dans la formation pour animer des ateliers de signes pour bébés. La langue des signes est quelque chose qui me passionne, moi, depuis toute petite, puisque j'ai un oncle et une tante qui sont sourds, qui habitent loin, donc je les vois pas régulièrement. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine martiniquaise. Enfin, conçue en Martinique et née à Rennes. D'accord, voilà. C'est un beau mélange. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, j'étais vraiment fascinée par eux, les voir s'exprimer comme ça avec leurs mains. J'étais vraiment... Est-ce qu'il y avait de la fascination ou est-ce qu'il y avait une part de... Tiens, c'est bizarre, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y avait cette fascination-là dès le début ou... Ouais, non, c'était vraiment de l'intérêt, de la fascination dès le début. Après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était vraiment une vie aussi difficile, malgré toute la joie de vivre qu'ils avaient, en termes d'accessibilité, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai choisi aussi cette orientation dans le social, parce que j'avais vraiment envie de contribuer et d'apporter aussi des choses aux personnes pour qui il y avait une accessibilité limitée. Et puis les choses ont fait que j'ai pas pu m'orienter tout de suite à accompagner les personnes sourdes puisque je n'avais pas la connaissance de la langue des signes française, que c'était des formations à l'époque qui étaient très onéreuses, que je ne pouvais pas m'offrir et que mes parents ne pouvaient pas m'offrir également. Et puis du coup, au bout de 12 ans d'expérience dans le social, je me suis un petit peu remise en question à un moment donné en me disant tiens, mais c'est vrai en fait, à la base, j'avais envie de travailler avec les personnes sourdes, d'apprendre la langue des signes. T'avais oublié ça? J'avais oublié en fait le fait de passer par différentes expériences qui m'ont beaucoup apporté, enrichi, construit, qui m'ont permis aussi de voir quelles étaient mes limites et tout ça. C'était vraiment, j'avais mis ça de côté en fait. Et puis c'est revenu avec la grossesse de mon aîné. Et du coup, donc, une fois que j'ai commencé à faire la formation pour animer les ateliers de signes pour bébés, j'ai vraiment adoré et je me suis dit, oh là là, mais là, les signes, je peux pas quoi. J'ai mis un doigt dans l'engrenage. Comment ça s'est passé, ce premier contact finalement à faire des animations pour les signes pour bébés? Est-ce que c'était... Quelle opportunité? Comment En fait, justement, je cherchais pour un moyen pour apprendre la langue des signes. Et en fait, dans mes prospections sur internet, je suis tombée sur ça, sur animer des ateliers de signes pour bébés. Et je me suis dit, quand j'ai découvert le concept, et en plus j'étais enceinte, et il y avait des signes de la langue des signes, et comme tu sais, je crois pas non plus au hasard, je me suis dit, oh, mais voilà, ça c'est pour moi quoi. Et j'y suis allée directement en fait, sans me poser de questions. Et après avoir fait la formation, ça a été tellement riche que j'ai décidé de poursuivre dans la langue des signes en tout cas. Et du coup, à la suite de ça, j'animais les ateliers de signes pour bébés et en même temps, pendant 3 ans, j'occupais des postes pour accompagner des personnes sourdes, des enfants, des adolescents, des adolescents ou des adultes. Et du coup, c'était vraiment hyper intéressant aussi et je me suis dit, c'était aussi quelque chose qui me manquait.
J'ai décidé ensuite de continuer plus de m'orienter sur la partie animation et atelier de signe pour bébé, puisque c'est vraiment là où je me sens dans mon élément et à l'aise, puisque du coup avec l'arrivée de ma fille, j'ai grandi aussi en même temps qu'elle dans ma parentalité, en cherchant un petit peu les choses qui me plaisaient par rapport à ce que j'avais vécu, ou les choses que moi j'avais envie d'expérimenter aussi en tant que maman, en tant que parent, enfin voilà, en échangeant avec mon conjoint. Et du coup, là j'ai rencontré les choses autour de la parentalité bienveillante, positive, créative, etc. Et là aussi ça a été une vraie découverte et une vraie révélation. Et du coup, j'ai commencé à partager un petit peu des choses que j'avais pu lire ou par rapport à des conférences auxquelles j'avais assisté ou des ateliers que j'avais faits. J'ai commencé à partager ça en atelier de signes parce que je trouvais ça intéressant puisqu'on avait les enfants et puis c'était quand même aussi des ateliers de signes. Et ça a bien pris, les familles étaient très demandeuses et je me suis dit, là il y a aussi quelque chose à faire. Il y avait beaucoup plus de familles qui avaient un rapport avec le handicap? Pas forcément. Pas forcément. Non, en fait, dans les ateliers de signes pour bébé, ce qui est bien, c'est que c'est universel, je dirais. En fait, le concept de communication gestuelle, donc les signes pour bébé, c'est de pouvoir favoriser la communication entre les parents et leurs enfants. Mais les enfants d'âge préverbal, entre 0 et 2 ans en moyenne, puisque physiologiquement, en fait, les cordes vocales ne sont pas matures. Donc l'enfant, pour lui, c'est impossible physiologiquement de parler, même s'il a quand même plein de choses à exprimer, des envies à partager, enfin voilà. Et du coup, le fait de pouvoir mettre des signes issus de la langue des signes française, ça lui permet de s'exprimer et d'être compris. Quand tu dis langue des signes française, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il y a une langue des signes, donc française, africaine, etc., etc. Il y a vraiment langue des signes qui est, alors c'est fou d'ailleurs, parce que on est au niveau des signes, et puis finalement on reprend aussi cette histoire avec la langue, quoi. Oui, et en même temps, effectivement, donc la langue des signes n'est pas universelle, et en même temps, une langue se construit en fonction d'une culture. Donc c'est en ça que la langue des signes est différente d'un pays à un autre. Pour donner un exemple précis, par exemple, manger. En France, on va faire manger comme ça, alors qu'au Japon, ça va être avec le bol et les baguettes. D'accord, voilà. Ou par rapport à l'histoire. Donc en France, pour le signe juillet, ça va être ça, par rapport au feu d'artifice du 14 juillet. Sauf qu'en Angleterre, ça n'a pas de sens pour eux. Donc voilà, c'est vraiment en lien avec une culture. Et du coup, c'est comme ça qu'une langue se construit, et même la langue des signes, même si ce sont des signes. Alors en fait, c'est presque une langue des images, on pourrait dire. C'est très visuel. C'est très visuel, hein. Il y a des choses qui sont très visuelles, et effectivement, pour les aliments et la nourriture, par exemple, c'est des choses assez pratico-pratiques. Par exemple, pour les cerises, on va mettre, ça va être ça le signe des cerises. Ah ouais. Voilà, c'est des choses, pour les animaux, par exemple, la vache, ça va être ça par rapport aux cornes. Il y a plein de signes comme ça qui sont très facilement compréhensibles, et même que nous, on utilise sans le savoir. Et il y en a d'autres qui sont en lien avec l'histoire des sourds. Parce qu'il faut savoir que l'histoire des sourds, par exemple au Moyen-Âge, les sourds étaient associés comme les idiots du village. Et ensuite, il y a eu un congrès en 1880 qui ont fait que les signes ont été interdits, et ce pendant près d'un siècle, ce qui est assez énorme. Donc il y a eu aussi des choses au niveau des signes qui sont plus en lien avec l'histoire des sourds, de la période où du coup l'interdiction de signer était forte, où les sourds signaient en cachette, etc. Ou la période justement où on forçait les sourds à oraliser. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Par exemple, caca, ça va être comme ça, et c'est parce que c'est par rapport aux orthophonistes de l'époque, en fait, qui prenaient le doigt de l'enfant pour faire ressentir les vibrations du son caca quand on le fait au niveau de la gorge. Voilà. Donc il y a des choses qui sont très liées en fonction de ce qu'on voit, et d'autres qui sont plus en lien avec l'histoire des sourds. D'accord. Et donc en atelier de communication gestuelle, en fait, on va... Alors comment ça se passe? Alors on va simplement... Alors il y a une réelle différence entre la langue des signes française et le concept de communication gestuelle. Donc là, cet outil, parce que c'est bien un outil qu'on met à disposition des enfants, ne sert pas à les rendre plus intelligents ou bilingues, voilà. Parce que la langue des signes française est une langue à part entière, avec une construction grammaticale et syntaxique qui est propre à la langue des signes, alors qu'en communication gestuelle, on va seulement signer les mots-clés de la phrase et les signes que l'enfant est susceptible de pouvoir réutiliser, puisque l'objectif c'est de pouvoir favoriser la communication avec lui.
Donc les signes qu'on va utiliser, c'est ceux que lui va pouvoir reproduire pour pouvoir exprimer et partager des choses avec nous. Et on parle en même temps qu'on signe, toujours. Ok. Voilà. Du coup, ce concept, j'avais amené un petit livre, voilà, qui s'appelle Signe avec moi. On mettra de toute façon les références, tout ça. Sans problème. Un peu plus. Voilà. Donc Signe avec moi, en fait, est né de la rencontre de Nathanaël Bouillet-Charles, qui à l'époque vivait aux États-Unis, et de Monica Companis, qui vit à Angers, qui est sourde. Et en fait, le concept existe depuis les années 80 déjà aux États-Unis. Et Nathanaël Bouillet-Charles, quand elle vivait aux États-Unis, a été très surprise de voir justement ce concept qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, en ayant été en relation avec Monica Companis, elles se sont dit bah, il faut absolument importer ce concept en France. Ouais. Et du coup, ce concept existe depuis 2006 en France, donc c'est relativement récent encore. Et à ton avis, pourquoi ça a pris tant de temps? C'est vrai que parfois les choses... Alors, bah oui, alors déjà aux États-Unis, la langue des signes américaine, c'est la 4e langue la plus parlée là-bas, donc je pense que voilà, il y a des choses qui ont fait que c'est facilité. Également au niveau de l'histoire des sourds, il y a une université pour les sourds aux États-Unis. Enfin voilà, la langue des signes est bien implantée et depuis un moment aux États-Unis, qu'en France, voilà, ça a tardé, du fait aussi de l'interdiction. Enfin voilà, je pense qu'il y a eu ça. Après, je pense qu'il y a le contexte aussi qui fait, enfin je sais que moi quand j'ai démarré il y a 5 ans les ateliers, les parents ou les professionnels qui venaient à ma rencontre se questionnaient beaucoup sur mais pourquoi en fait c'est un outil pour en faire, enfin voilà, il y a toujours cette en trame de fond la peur d'en faire des bébés savants ou de faire du forcing ou que ça retarde l'acquisition du langage. Alors que pas du tout, en fait, c'est vraiment un facilitateur. Et cet outil permet ça aussi, permet de faciliter la compréhension et de réduire les frustrations autant chez l'enfant que chez l'adulte, parce que c'est pas toujours le parent, mais chez l'adulte. Hein. Complètement. Alors, voilà, je précise aussi, réduire la frustration ne veut pas dire que déjà, d'une part, avec la baguette magique, il n'y en aura plus, hein, et que aussi, la frustration, c'est quand même quelque chose de nécessaire pour l'enfant, pour sa construction. Et en fait, il y a de la frustration, mais pas de la frustration en lien avec la compréhension. Pour illustrer un petit peu, par exemple, un enfant qui à midi va demander un bonbon, donc il va faire le signe bonbon, peut-être suivant le contexte que l'adulte va lui dire non. Mais il lui dira non au bonbon, en l'ayant compris. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc la frustration, l'enfant, il sentira quand même cette frustration, mais il aura été entendu quand même dans sa demande, et ça, c'est important, je trouve. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes, des témoignages, des choses qui t'ont touché, toi, dans ce que tu as déjà fait? J'imagine qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup. Moi, ce que je trouve toujours chouette, c'est les parents qui reviennent. Par exemple, quand on est sur une session d'atelier, donc premier atelier, bon, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est qu'ils signent pas encore chez eux, donc à domicile, il se passe pas encore grand-chose. Et puis au fur et à mesure, comme on fait toujours un petit temps de débriefing pour voir comment c'est pour eux, s'il y a eu des difficultés, etc. C'est toujours magique, je trouve, de voir le visage des parents s'illuminer quand ils disent oh, ça y est, il a fait son premier signe, et de raconter le contexte, comment ça s'est passé, etc. Et de voir aussi que parfois en fait ils faisaient le signe depuis un certain temps et que c'est seulement au bout d'un moment dans un contexte donné qu'ils ont compris que c'était en lien avec ça en fait. Et puis j'imagine que quand ils doivent se rendre compte que le signe en question a permis une meilleure communication. Oui. Et ça renforce vraiment le lien aussi entre les parents, c'est ça qui est chouette, c'est que ça touche à quelque chose de vraiment profond et fort, de l'ordre de la complicité, ça crée un pont, voilà, moi je me souviens à 3 ans, mon première entrée de ma fille, bon déjà c'était difficile pour moi je pense, plus que pour elle, mais quitter l'école et de voir ma fille au loin qui me fait ça, ça veut dire je t'aime. Et je trouve ça hyper touchant et voilà quoi, je me dis voilà, ça c'est chouette, ça crée quelque chose entre nous aussi. J'allais dire qu'il y avait une vraie complicité du coup entre c'est ça, une vraie complicité, et ça peut rester aussi dans quelque chose de l'ordre de l'intimité et de la pudeur, puisque justement c'est pas forcément encore compris de tous, et donc voilà, ça reste quelque chose d'assez privilégié, et même au niveau de la fratrie, quand mon deuxième est arrivé, j'avais pas encore commencé à mettre les signes en place dans la maison, à la maison pour lui. Et c'est ma fille en fait qui a été à l'initiative de ça, elle avait vraiment envie, alors qu'elle signait plus depuis 2 ans peut-être, tu vois. Elle n'en avait plus besoin. Et voilà, je dis 2 ans, non, ça faisait un peu moins de ça, à peu près 1 an,
Mais voilà, c'est elle qui était à l'initiative de ça et j'ai trouvé ça chouette aussi. Parce que ça avait créé de la complicité. C'était cet outil qui avait créé de la complicité entre nous. Ce passage de relais finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et ça aussi, je trouve ça chouette, quoi. C'est des carrément. histoires de partage et c'est très fort, je trouve. Alors, est-ce que tu veux nous partager un peu certains ateliers? Est-ce qu'il y a des choses que... Parce que moi j'ai très envie. T'as très envie. Ah ben allons-y. Du coup, une petite comptine. Donc on fait différentes configurations avec les mains. L'intérêt de cette comptine-là, c'est qu'on va garder toujours la même configuration de la main. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en langue des signes, c'est comme quand on écrit, en fait on a une main dominante. Voilà, donc en langue des signes, on a une main dominante, une main active et une main passive. Ça peut être, par exemple, si tu es droitier, ta main dominante en langue des signes peut être la main gauche, mais ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est que à partir du moment où tu as trouvé ta main dominante, elle reste toujours la même. Ok, j'ai compris. Donc là, on va faire l'araignée gypsy. Tu connais peut-être? Ah oui, complètement. Donc ce que je fais, je vais te la montrer, je vais la chanter, je vais la faire une fois, et puis après je te décortique pour qu'on voit ça ensemble. Ok, ça marche. Donc ça fait... L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. Donc voilà, on est avec la configuration comme ça, si tu as vu. Voilà. Donc l'araignée, c'est notre petite araignée qui est sur son fil. Tu peux faire, hein? Je vais essayer de faire avec toi. Fais avec moi. Alors moi, la main dominante, c'est la main gauche. C'est comme tu veux. Donc l'araignée est la main gauche finalement. Voilà. D'accord. Et tu as ton fil. Voilà. Donc ta main, tu vois, qui est passive, c'est la main, voilà, ta main droite. Donc l'araignée gypsy, elle monte à la gouttière. Ta main droite se transforme en une gouttière. D'accord. Voilà. Et l'araignée monte dessus. Ensuite, la pluie, elle arrive. Donc la pluie, ça va être toutes les gouttes de pluie, oui. D'accord. Toutes les gouttes de pluie, t'imagines, avec sur les chaque doigts, doigt. Finalement. Voilà, avec les doigts. Donc à chaque fois que tu fais ça, c'est des gouttes de pluie qui tombent. Voilà. Donc tiens, voilà la pluie. Gypsy qui était sur notre gouttière. Elle tombe par terre. Elle tombe par terre. Voilà. Ok. Et le soleil, il brille. Hein, donc ça, c'est le soleil, tu vois, il brille. Voilà. Et le soleil est revenu et a chassé la pluie. Donc comme notre pluie, elle était là et que le soleil, il est là, eh ben, notre pluie, elle va partir dans l'autre sens. Elle est partie. Ok. Voilà. Et c'est vrai que on le fait un peu inconsciemment quand on raconte des histoires, des contes, on y fait des gestes. Oui. Et les enfants sont demandeurs de gestes aussi. Ah ben pour eux, pour eux, c'est le jackpot, je te dirais, parce qu'il y a de l'auditif, du visuel. Enfin, c'est comme un mini-théâtre, parce qu'en plus, on y rajoute plein d'expressions. Enfin, vraiment, ils aiment énormément, quoi. Déjà, justement, comme tu disais, quand on leur lit des histoires, ils sont très attentifs, surtout quand on y met des grosses voix, des petites voix. C'est ça. Et là, on peut faire tout ça avec les signes en plus. Génial. Alors là, ils sont juste... c'est top. Ils sont très très intéressés. Et très petits déjà, même quand ils n'ont pas encore la motricité, ils sont déjà très très intéressés par ça. Et généralement, quand je démarre un atelier que les enfants ne connaissent pas, donc on décortique un petit peu les signes avec les familles. Donc eux, ils jouent, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, ils reviennent, ils repartent, etc. Et à partir du moment où on commence à chanter et signer, tous les enfants reviennent, ils s'assiedent et ils regardent un peu tous les adultes qui sont là, du style mais ils font tous la même chose, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quelque chose de nouveau et en même temps, ils sont très interpellés et très intéressés par ce qui se passe, quoi. Oui, parce que on est aussi autour du jeu. Oui, c'est ça. Oui, là on utilise les parents beaucoup jouent, voilà. Et on utilise. Enfin moi je sais que j'utilise beaucoup de supports ludiques, forcément, puisque le but c'est aussi que les parents puissent s'en saisir dans leur quotidien. Donc, ça peut être quoi par exemple? Quand ils vont parler, ça peut être des comptines comme on vient de voir, ça peut être des histoires. J'ai un petit théâtre japonais qui s'appelle le Kamishibai. Donc voilà, c'est aussi de l'ordre des histoires. Il peut y avoir des jeux de cartes, des jeux de rôle, enfin voilà. Et tout ce que les parents peuvent amener en atelier. Ou les professionnels, parce que les ateliers, moi j'ai ma base, mais c'est pareil, les ateliers ils appartiennent aux familles et aux professionnels. Il faut que ça corresponde le plus à ce que eux ils vivent. Les parents amènent quoi par exemple? Ça peut être des photos, ça peut être une berceuse qui le chante en rituel à leurs enfants le soir avant de se coucher. Ça peut être des peluches spécifiques, enfin voilà, il y a plein de choses. Des jeux de société aussi, ça peut arriver. Alors par exemple avec une peluche, en fait, comment ça se passe?
Alors déjà, on va étudier le signe, on peut le mettre en situation en fait suivant le thème. Par exemple, si la peluche arrive, si c'est un animal et que la peluche arrive sur le thème, je sais pas, la maison, les jardins, on peut le mettre en situation et inventer toute une histoire autour de cette peluche-là, en fait, sur le thème de la maison et le jardin. Voilà. Il y a toujours, enfin voilà, il y a... Et du coup, parfois, c'est la peluche qui communique quelque chose quand c'est l'enfant qui veut pas le dire aussi, parfois. Est-ce que ça peut être pas... Est-ce qu'on peut faire un signe à la peluche? Est-ce que l'enfant pourrait faire un signe à la peluche? Tu vois, je me pose la question. Alors sur la peluche c'est un peu plus difficile parce que là on avait vu sur une configuration de main, mais alors après il y a des configurations un peu plus précises, mais ça peut être, il y a des marionnettes qui existent justement avec les mains, et du coup on peut faire parler la marionnette, donc là aussi c'est un support qui peut intervenir pour des ateliers ou pour la formation professionnelle. Et l'enfant peut signer, faire des signes à sa peluche s'il a envie de jouer avec, voilà. Après il peut essayer de faire avec sa peluche, hein, c'est un peu plus difficile pour comprendre, mais bon après tout si lui c'est son jeu, voilà, c'est ça qui est chouette. Et puis les enfants ils ont une créativité aussi sans limite, donc voilà, c'est un outil de plus de créativité aussi pour eux, quoi. Et puis c'est intéressant, voilà, de les laisser expérimenter ça aussi, à leur façon, voilà, c'est sympa quoi. Ils partagent aussi avec ce qu'ils aiment. Alors du coup, toi, tu es davantage sur, finalement, en réponse par rapport à des demandes de parents, plutôt que de les enseigner sur un nombre de mots, etc. Tu t'adaptes en fait. Oui, c'est ça, je m'adapte. À la situation qui est demandée, quoi. J'ai mon sac avec, on va dire, la base. Et après, en fonction des demandes, voilà, par exemple, parce que sur des thématiques comme l'alimentation ou les animaux, on pourrait passer une journée entière à voir tous les signes, et donc du coup ça fait beaucoup. Il faut que ce soit aussi des choses qui soient digestes pour les parents, parce que quand il y en a trop, les parents peuvent se dire oh, je laisse tomber, voilà, c'est trop quoi. Et du coup, pour que ce soit digeste, je propose une dizaine de signes, on va dire, par exemple sur les animaux, plus ceux qu'on peut voir dans les comptines. Et après, si les parents, eux, ils ont envie de voir des animaux spécifiques parce que, par exemple, ils prévoient d'aller au zoo, ou parce que le doudou, c'est un ornithorynque, je pense à un exemple précis, voilà. Alors comment tu ferais l'ornithorynque en signe? Je te pose la question, comment tu le ferais toi l'ornithorynque? C'est quoi la particularité de l'ornithorynque? Là, je sais pas, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un ornithorynque? Moi, je me pose la question, à quoi ça ressemble la bête? Tu sais, c'est cet animal qui a un bec de canard, une queue de castor, oui, et ça y est. Voilà. Et je sais pas, j'essaierais de... peut-être de représenter le bec, peut-être avec la main, par exemple. Effectivement, c'est en lien avec le bec de l'animal. Par contre, du coup, comme ça c'est le canard, ça en fait, pour pouvoir différencier aussi avec les autres animaux. Mais effectivement, il a un bec de canard, l'ornithorynque. Donc on va plutôt partir dans l'autre sens, parce qu'il a un bec très très plat, et puis on va revenir comme ça. Ah, ok. Voilà, donc l'ornithorynque. D'accord. Et alors, comment on pourrait dire le... Alors, je sais pas, mais le lion, par exemple. Comment tu le ferais, toi, le lion? C'est quoi son signe distinctif? Je le crie, moi, putain. Tu peux le faire aussi en criant, hein, tu as le droit. Alors, je sais pas, ça serait... à part le cri, je sais pas comment on pourrait faire le lion, en fait. Alors, son signe distinctif au lion, c'est quoi? Il a des traits. Enfin non, ça, c'est le tigre. C'est le tigre. Mais le lion, il a la couronne. Voilà. Il a une grosse crinière. La crinière, voilà. La couronne, je pète un câble. Il a une grosse crinière comme moi. Voilà. Et donc du coup, le lion, on va lui faire sa crinière comme ça. On va lui faire sa crinière comme ça. Voilà. La crinière. C'est souvent avec des choses représentatives de ce qu'on voit. Voilà. Et alors, puisque moi, je pensais lion, mais du coup, je pensais tigre et j'ai dit lion. Par rapport aux rayures, par rapport au poids, ça serait quoi, par exemple? Alors, pour le tigre, ça va être comme ça. D'accord. Comme ça pour le tigre. Par rapport à la mâchoire, par rapport au trait, et puis au fait que ce soit un animal, on va dire, agressif, en tout cas carnivore. Voilà. D'accord. Donc tu peux faire avec les cris. Ouais. Bah oui, il faut associer les deux finalement. Ben oui. Oui, on liste presque comme... Il doit y avoir un nombre de mots, de situations qui doit être... Mais ça c'est... Enfin, je pourrais pas le dire, je pense que c'est comme pour la langue française en fait. Ça. Là, tu me demanderais combien il y a de mots qui existent en langue française, je serais incapable de te dire. En langue des signes, c'est pareil. En sachant que, voilà, c'est quand même une langue qui est en construction, enfin,
qui continue d'évoluer, puisque justement il y a eu un siècle d'interdiction. L'interdiction a été levée là dans les années 80, donc ce qui est relativement récent, hein, c'est hier. On sait pourquoi ça a été levé? C'est en lien avec l'évolution. En fait, ils se sont rendus compte que du coup, dans l'histoire, il y avait toujours cette interdiction qui était là, qui n'avait plus forcément de sens. Et les choses évoluent aussi. Voilà, on s'est rendu compte que les sourds étaient des personnes comme toute personne, hein, parce que c'est en 1789 qu'on a reconnu la personne sourde comme un homme à part entière. Donc voilà, il y a aussi des choses. Mais c'est en lien avec l'évolution, en fait, ça a suivi. Et puis en 2005, là, la langue des signes a été reconnue comme langue à part entière. Donc voilà, ça aussi, c'est relativement récent. Ouais. Donc par rapport à tout ça, ça fait que la langue des signes est encore en constante évolution. Qu'il y a des signes qui existent, mais qui évoluent aussi en fonction de l'actualité, etc. Puisque on a vu que la langue des signes n'était pas universelle, mais elle a également des particularités régionales. C'est comme nos accents. Dans le sud, ils parlent comme ça, avec des expressions qui leur sont propres, comme dans chaque région. Et en fait, en langue des signes, c'est pareil. Il y a des signes qui diffèrent suivant des régions. Voilà. Ah, même par rapport à des régions? Oui, voilà. Par exemple, à Nantes, maman, ça va être comme ça. Le maman bisou. Dans le sud, moi je l'ai appris comme ça. Mais là aussi, ça c'est en lien avec l'histoire des sourds, le maman, le son M qui est. Voilà. En fait, l'outil de communication gestuelle reprend les signes issus de la langue des signes française, effectivement. Et du coup, une personne qui a participé à des ateliers, que ce soit un enfant ou un adulte, si jamais il rencontre une personne sourde, et qu'il lui fait les signes qu'il a appris pendant les ateliers, la personne sourde le comprendra. D'accord. Voilà, puisque du coup ce sont vraiment les signes de la langue des signes française. Étant donné que ce sont des signes qui existaient déjà, voilà, c'était tout intéressant de pouvoir les réutiliser. Et je trouve que c'est vraiment un chouette cadeau aussi que les sourds nous font, de nous permettre d'utiliser les signes. Habituellement, c'est toujours qu'est-ce qu'on apporte aux entre guillemets handicapés, aux gens qui sont un petit peu différents. Et là, c'est le contraire. Mais oui, plutôt chouette. Voilà, c'est ça. D'autant plus que, voilà, après... Mais voilà, c'est vrai que c'est un chouette cadeau que les personnes sourdes nous font. Et je trouve que ça enlève un petit peu de tabou aussi sur... parfois, quand on voit des personnes sourdes, on n'ose pas trop. Enfin, voilà. Ça ouvre aussi... je pense que les ateliers apportent ça aussi, une certaine forme de sensibilisation, justement, sur la surdité, ce que c'est, la langue des signes, etc. Parce que forcément, il y a des questions qui viennent. En sachant qu'au départ, quand j'animais les ateliers, je co-animais avec une amie sourde. Et c'était très intéressant aussi de voir les questions que ça pouvait susciter, parce que mon amie est sourde, son mari est sourd, et ses enfants sont tous les deux entendants. Et du coup, il y avait beaucoup de questions pratico-pratiques qui se posaient en disant comment tu fais quand ils pleuraient la nuit, qu'ils étaient bébés, comment tu fais, enfin voilà. Et du coup c'était intéressant et ça enlève vraiment un tabou, puisque déjà les enfants ils ont pas de barrière. Ah tiens, ils utilisent des signes, je connais des signes, j'y vais quoi. Même en dehors de ça, ils arrivent très bien à se faire comprendre. Et pour les adultes, voilà, ils s'autorisent peut-être un peu plus à aller vers, pour montrer justement qu'ils connaissent quelques signes. Et c'est chouette ce qui peut jouer justement aussi là entre une personne sourde et un entendant qui a appris quelques signes pendant les ateliers. Carrément. Et voilà, il y a un échange qui peut se créer. Enfin voilà, et des belles histoires aussi comme ça de rencontres. C'est quoi toi ton objectif, ton rêve par rapport à ça? Comment tu te vois dans je sais pas moi, dans quelques temps par rapport à ton évolution? Est-ce que tu as envie d'apporter? Moi j'ai vraiment envie d'offrir ces ateliers aux familles, après qu'elles s'en saisissent ou pas, mais au moins qu'elles en aient connaissance. Parce que voilà, ça commence à se développer, mais voilà, c'est pas encore particulièrement connu. Et du coup, je me dis, c'est dommage de passer à côté de ça aussi. J'ai des familles qui m'appellent en me disant ah mince, c'est trop tard. J'aurais bien aimé participer aux ateliers, etc. et vivre ça avec mes enfants. Et du coup, je me dis, ce serait chouette, je trouve, de pouvoir communiquer dessus, montrer que ça existe et quel est l'intérêt. Et après, que les gens prennent ou ne prennent pas, ça reste leur responsabilité, leur choix. Mais au moins de pouvoir faire ce choix en conscience, en fait. Et en sachant que ça existe. Parce que ça peut être frustrant, justement, de se dire ah tiens, oui, il y avait ça qui existait et peut-être que ça m'aurait plu, mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard, quoi. J'ai envie de te laisser
le mot de la fin. D'accord. C'est... bon, vous avez vu faire le clown, à faire gypsy, à faire tout ça. Mais non, mais je rigole par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est... moi aussi, j'ai appris des choses, et puis je pense que ça amène une autre relation Oui, aussi à l'autre. tout à fait. Et moi, je l'imaginais pas non plus comme ça, Ouais. tu vois. Et par rapport à l'autre, et même par rapport à soi, parce que du coup, c'est physique dans le sens où voilà, c'est nous, notre corps, Ouais. et il faut aussi s'autoriser à faire des grimaces, enfin voilà, avoir de l'expression, et voilà, c'est aussi se rapproprier un petit peu notre corps, entre guillemets, Oui. quoi. Et, Oui, voilà. je pense qu'on ne sait pas assez l'utiliser. Oui. C'est quelque chose que les enfants font naturellement tout petits. Et en fait, après, on leur dit non, mets pas tes doigts dans le nez, arrête de bouger, machin, enfin voilà. Ouais. Et du coup, là, cette porte. Du coup, des on est signes, même à... explique, dis des mots. Oui, Et c'est vrai qu'on a pas ce défaut, mais cette habitude à dire les choses comme ça. oui. Et Et du alors coup, que ça finalement, enlève de la explique-nous pression. avec des signes Voilà. et... Ça enlève de la Ouais. pression sur la partie orale, on va dire communication orale. Et du coup, voilà, comme l'enfant se fait comprendre malgré tout par les signes, même si on ne comprend pas ce qu'il dit de façon orale, voilà, ça lui enlève un petit peu cette pression-là. Et il a le choix du coup. Et voilà, et il a le choix. Voilà. Généralement, les enfants s'en saisissent assez rapidement quand ils voient l'opportunité que c'est pour eux de pouvoir être compris et de pouvoir partager des choses. Même avec parfois les se adultes. dire, il a pas envie d'expliquer, il a Oui. pas envie d'exprimer. Et là se dire, ok, je comprends ce que tu me dis, je sais que tu veux savoir des trucs, mais j'ai pas envie de te les dire, j'ai envie de te les montrer, quoi. Oui. Ouais. On peut faire les deux en fait. Ouais. Enfin voilà, on peut aussi le dire, expliquer en associant les signes. Enfin voilà, il y a. Après c'est libre à chacun aussi de vivre avec cet outil à domicile. Enfin moi je propose ça de cette façon-là, avec les signes issus de la langue des signes française, adaptés aussi aux familles en fonction de leur quotidien. Et après les familles peuvent réutiliser ça de la façon qui leur est propre, puisque avant toute chose, voilà, c'est un outil qui sert à favoriser la communication avec son enfant. Donc voilà, après, qu'importe les outils ou les supports utilisés, l'intérêt c'est ça, c'est de pouvoir faciliter les échanges et de permettre à l'enfant d'exprimer ce qu'il a à dire et de partager des choses avec les adultes référents de son quotidien, quoi. Et la chose quand même qui est importante que je n'ai pas dite, c'est que faut que tu le dises. je fais partie d'un réseau. Okay. Voilà, tout à l'heure je parlais de Nathanaël Bouillet-Charles et de Monica Companis. Donc Monica Companis qui est sourde et qui habite à Angers et éditrice de nombreux ouvrages et présidente du réseau Bébé Fais-moi signe, duquel je dépends. Et du coup c'est un réseau avec plusieurs animatrices au national. Et voilà, ça permet de trouver aussi différentes animatrices si on est intéressé ou formatrices, voilà, pour pouvoir carrément un petit peu se partout renseigner, voilà, se renseigner sur même pour participer à des ateliers découvertes ou voilà, faire un atelier, voir ce que c'est si ça nous intéresse, en tout cas avoir un échange avec l'animatrice, parce que bien entendu je n'interviens pas au national. Ben non, j'imagine pas encore. Toi, tu es, c'est chouette de le préciser, parce que toi, tu interviens donc sur le secteur plutôt Nantes. 44-85, alors donc Nantes, Vendée, et puis, plutôt sud de Nantes, parce que j'ai plusieurs collègues qui sont aussi sur Nantes, donc on est plutôt bien répartis, on arrive chacune à avoir de quoi travailler, et puis du coup on est assez bien implanté pour que ça corresponde aussi aux besoins des familles. Et du coup Nord-Vendée, alors après ça peut être un peu plus loin pour les formations professionnelles. En tout cas au niveau des familles c'est plutôt ça, Sud-Nantes et Nord-Vendée. Ouais. Ok, on va rappeler, tu as un site internet peut-être? Oui, alors il est en cours de changement, mais voilà, pour l'instant c'est www.bbsigne, alors bbcygne.com. Utilisez tous les moyens possibles pour communiquer, parce que je crois qu'il y a, effectivement les mots, il y a l'intention qu'on y met, mais il y a aussi les signes. Et c'est important de se dire que les signes sont là pour aussi pour mieux se comprendre. C'est ça. Hein, on est dans une période où se comprendre, ça permet aussi de vivre dans un monde meilleur. Oui, complètement. Et la communication en fait partie, et la communication des signes aussi. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, Franck. Plein de bisous. J'étais ravie. Plein de bisous à tout le monde. Soyez
voilà, soyez heureux, tout simplement, et à la prochaine fois sur nos réseaux. À bientôt. Voilà, comme ça.